Alors, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil municipal de Saint-Basile-les-Grands. Comme j'ai l'habitude de le faire, bien sûr, c'est de rappeler qu'on est dans une situation exceptionnelle avec des mesures exceptionnelles, bien sûr, pour communiquer entre nous. Vous avez l'habitude de venir nous rencontrer pour un certain nombre d'entre vous à nos assemblées régulières, physiques, hein, à la salle, au centre civique. Là, on doit le faire, bien sûr, par téléconférence. Donc, on a l'habitude aussi de vous inviter à poser vos questions quand même si ça retarde, c'est une réunion plus tard, mais je pense qu'on est en mesure chaque fois de vous donner des réponses complètes par rapport aux questionnements que vous nous posez. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire aussi, de présenter les personnes qui sont à l'écran. Donc, bien sûr, c'est votre conseil municipal, Yves Lessard comme maire, mais au district numéro 1, vous avez Mme Josée Laforêt, qui, juste Bonsoir. lever la main, Mme Josée Laforêt, qui est responsable aussi de la sécurité publique. Alors, au district numéro 2, vous avez Mme Lynne-Marie Lorrain, qui est Bonsoir. responsable de l'urbanisme aussi. Au district numéro 3, vous avez M. Denis Vézina, qui, lui, est responsable du dossier du développement durable. Alors, en ce qui concerne les travaux publics et tout ce qui en découle, vous avez au district numéro 4, M. Richard Pelletier, Bonsoir. et au district numéro 5, en ce qui concerne loisirs, sport, développement culturel, M. Guy Lacroix. Bonsoir. Au district numéro 6 et non le moindre, M. Émile Henry, qui s'occupe du dossier, qui est responsable du dossier à jeunesse et aussi personnes âgées. Et M. Émile Henry, bien sûr, au district numéro 6. Alors, on est accompagné dans nos travaux aussi des personnes qui, quotidiennement, euh, sont responsables de la mise en application des décisions que nous prenons aussi et s'assurer de nous apporter toutes les tenants aboutissants des dossiers sur lesquels on doit se prononcer. Donc, Monsieur le directeur général, Monsieur Jean-Marie Beaupré et la greffière, Madame Lefebvre, qui est notre greffière. Alors, bienvenue à nouveau à cette rencontre qu'on va tenter d'être la plus enrichissante possible pour vous en vous communiquant, dis-je, l'essentiel des positions que nous prenons aussi pour qu'on puisse aussi vous transmettre les éléments qui nous amènent aux décisions que nous prenons. Donc, pour officialiser le tout, nous devons d'abord faire adopter l'ordre du jour. Les membres du conseil ont reçu l'ordre du jour, peut-être qu'il apparaît à l'écran pour vous aussi. Il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Proposer Mme Laforêt, appuyer Mme Lorrain, que l'ordre du jour soit adopté. Donc, parole aux grandes basiloises et grands basilois. OK? Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières avec notre façon de procéder, alors, la réunion précédente, nous vous avons invité à poser des questions d'intérêt pour vous que vous nous avez communiquées par nos médias sociaux. Donc, on va les prendre dans l'ordre que nous les avons reçus. Alors, une première question qui nous est posée par Madame Danielle Pardiac. Elle voudrait savoir si on a fait des tests récemment sur les terres de Saint-Basile-le-Grand et si celles-ci sont encore contaminées au BPC et produits toxiques. Si oui, quand ça a été fait et quel est le résultat. Alors, ça a été fait en 1988, 1989 et 99, 98, 99 et 2000. Pourquoi je vous donne 3 années? Parce que ça a été successif au fur et à mesure que la décontamination s'est réalisée. Vous vous souviendrez que sur le site des BPC, ici à Saint-Basile-le-Grand, qui est du côté de l'ancien garage où sont les pylônes électriques, là, le système électrique d'Hydro-Québec,
Donc, pour les gens qui ont pas connu les BPC, effectivement, cette catastrophe-là, non seulement elle a contaminé les lieux comme tels, mais la nuit du feu, il y a aussi 2500 personnes qui ont été évacuées. Ça, c'est le 23 août 1988, si ma mémoire ne fait pas défaut. Alors, il y a bien sûr cette nuée-là et qui était très dense et très basse, s'est abattue sur le sol. Et par la suite, il y avait des inquiétudes si le sol était contaminé comme tel. Alors, l'herbe de surface, oui, il y avait des résidus de dioxine de furane, mais c'est quelque chose qui, pour les jardins et tout ça, qui n'a pas résisté. La première année, il n'y a pas eu de jardinage qui a été fait. Il y a des gens qui ont attendu 2-3 ans même, mais même s'il n'y avait pas de danger comme tel. Mais l'ensemble du territoire de Saint-Basile-le-Grand est maintenant exempt de dioxine et furane à la surface, y compris le site où l'incendie a eu lieu, l'endroit où je vous disais, où présentement, depuis 2001, il y a même de la production agricole sur le site même où l'incendie a eu lieu. Donc, Madame Pardiac, pas d'inquiétude. Vous pouvez faire votre jardin à Saint-Basile-le-Grand. S'il y a une contamination, ce n'est pas au dioxyde et furane, peut-être un autre type de contamination. Je ne connais pas où vous demeurez et aussi quelle activité qu'il aurait pu avoir sur votre terrain. S'il y a un autre type de contamination, je veux dire, il faudrait vérifier, mais sûrement pas au dioxyde et furane. Soit dit en passant, le dioxyde aussi, vous en retrouvez dans le sol pour un peu partout aussi, mais ce n'est pas à teneur très, très limitée, même les endroits où vous n'avez pas eu d'incendie. Elle demande aussi, Madame Perdiac, quand est-ce qu'on va autoriser d'avoir des poules pour comme résidents urbains. Alors, effectivement, vous avez raison de poser la question parce que l'autorisation, présentement, elle existe qu'en territoire agricole. Donc, en milieu urbain, non, c'est depuis plusieurs années. Peut-être qu'on pourra me rappeler à ma mémoire depuis quand c'est pas autorisé, mais présentement, c'est pas autorisé. Il n'y a pas eu de demande officielle à l'effet de reconsidérer cette décision-là. Donc, pour votre information, c'est autorisé qu'en milieu agricole. Donc, M. Florent Fortier, maintenant, qui lui pose la question à l'effet, est-ce que la municipalité a dû faire face à des demandes supplémentaires non prévues au budget à cause de la pandémie? Oui. Vous allez voir tantôt, il y a, et déjà, vous avez vu probablement dans les médias, seulement pour mettre en place les camps de jour, par exemple, on devra adresser un dépassement de coût de 142 000 $. Donc, c'est un exemple. Tous les achats qu'on a dû faire aussi pour s'assurer de mesures de sécurité pour notre personnel et tous ceux qui gravitent autour de notre personnel, que ce soit des gants, des masques, des visières, des plexiglas, le personnel supplémentaire à certains égards. Alors, toutes sortes de mesures comme ça. Oui, il y a des frais, il y a des coûts qu'on considère à l'unité présentement, mais dont on devra faire le bilan, bien sûr. Alors, M. Fortier, oui, il y a des coûts supplémentaires et on devra, bien sûr, à un moment donné, faire l'état des lieux par rapport à ces coûts supplémentaires-là, mais c'est évolutif. Et je dirais chaque jour, sinon chaque semaine, amène son lot de dépenses additionnelles en fonction, bien particulièrement des mesures de précaution, d'hygiène et de sécurité que l'on doit prendre. Or, il y a Mme Nicole Terrien maintenant qui nous parle. Elle s'informe sur la construction à venir, coin principal et diligence, le type de construction qu'il va y avoir là. Et elle demande aussi, la dite construction est sur pause sur la portion diligence en gravier pour combien de temps, entre autres. Okay? Et je reviendrai sur 2 autres questions, mais M. Pelletier, qui est responsable des travaux publics, va non, c'est Mme Lorrain. M'excuse, Mme Lorrain. Mme Lorrain va répondre à ces 2 questions.
Merci, Madame Terrien, pour votre question. J'espère que tout va bien chez vous. Oui, en effet, présentement, c'est sur pause. Les travaux publics nous mentionnent que l'entrepreneur va faire bientôt en juin la première couche d'asphalte. Et puis d'ici là, nos services vont épandre ce qu'on appelle de l'abat poussière, parce que évidemment, c'est très poussiéreux lorsqu'on passe là régulièrement. Ce qui est construit là-bas, alors, vous savez que c'est une zone où il y a une densité de 30 logements à l'hectare. C'est un projet intégré de 4 immeubles de 2 étages chacun. Chaque immeuble compte 4 logements. Donc, c'est 16 logements au total. Et si je me souviens bien, il y a une piscine commune au centre. Il y a une entrée charretière sur Principal et une entrée charretière sur Diligence. 2 immeubles qui donnent sur Principal, un immeuble qui donne sur Diligence, un quatrième qui donne dans le stationnement dont on a accès par Principal. Voilà. Oui. Autre question, Madame Terrien, en ce qui concerne, et j'y ai répondu en partie, mais je vais compléter. OK, il y a beaucoup d'argent. Vous dites il y a 1 125 000 pour l'ajout de jeux, incluant au pont de Pruche et tout. Beaucoup d'argent sur ce projet. Alors là, elle veut en venir, elle dit, la pandémie nous coûtera beaucoup. Pourquoi ne pas attendre que l'économie se remette sur pied? On fait partie du roulement de l'économie à partir du moment où on donne des contrats et tout ça, mais bien sûr qu'il faut que ça soit en fonction de notre capacité de payer. Vous avez sûrement vu, puis je sais pour vous, Madame Terrien, vous suivez les activités du Conseil, qu'on a un peu modifié le rythme de mise en application des projets. Alors, il y avait un coût ciblé initialement additionnel pour la mise à niveau de nos infrastructures. On l'a modifié sensiblement pour tenir compte de la capacité de payer des citoyens. Alors, je comprends votre préoccupation. On va effectivement, dès la préparation du prochain budget, pouvoir tenir compte aussi du rythme d'investissement qu'on fait, mais pas nécessairement par rapport aux engagements qu'on a pris relativement au pont de Cruche, parce qu'il y a un calendrier à cet effet-là. Oui, M. Pelletier, je pense qu'il veut faire un complément d'information là-dessus. Oui, oui, si vous permettez, Monsieur le maire, parce que Madame Terrien, que je salue particulièrement, une habitude de nos séances du conseil, mentionne on dépense un autre million et 1 125 000, encore une fois, au pont de Pruche. Je veux simplement préciser que cet emprunt-là, c'est pour un ensemble de parcs, soit le parc du Quai où on refait beaucoup de choses, le parc Boulay qui n'existe pas et qu'on doit faire à neuf. Pour ce qui est du pont de Pruche, il s'agit d'un investissement de l'ordre de grandeur de 60 000 $. On ne parle pas d'1 125 000, mais bien de 60 000 $. On a beaucoup investi dans le pont de Pruche. On a refait des infrastructures à la fois extérieures et souterraines importantes avec les bassins de rétention, un très beau sentier. On n'avait jamais revu l'offre en termes d'offres de loisirs. Et si on parle en temps de pandémie, et autour de ce quartier-là, il y a beaucoup de jeunes familles et il n'y a pas de module là pour les 0-5 ans qui sont très adeptes de ce genre d'endroit-là. Alors, particulièrement en cas de pandémie, pourquoi pas? Alors, donc, on va ajouter un module 0,5 ans au pont de Pruche. Alors, et on ne parle pas d'1 million de $, loin de là. Et une chose, j'ai oublié de mentionner également, en plus, c'est les sentiers du parc Montpellier qu'on va éclairer. Alors, ça s'ajoute à tous les parcs que je viens de nommer. Oui, tandis que vous avez la parole, effectivement, c'est un dossier qui concerne la responsabilité aussi que vous avez, malgré chaque fois pour le bénéfice des gens qui nous entendent, là, tout ça, ça ne veut pas dire que le dossier est porté par une seule personne. Le dossier est porté par l'ensemble des membres du conseil, mais chacun devient porte-parole et doit avoir une préoccupation particulière pour ce dossier-là. Alors, lorsqu'un conseiller, une conseillère intervient, par exemple, parce qu'elle est porteuse de le dossier, puis elle fait
pas les représentations appropriées en ce sens-là. Alors, c'est la dynamique du conseil comme tel. Alors, M. Pelletier aussi, Mme Terrien nous interpelle en ce qui concerne le 750 000 pour le pavage palliatif, là. Alors, de diverses rues. Alors, elle parle de durée de 10 ans, que ça dure à peu près. Alors, si tel est le cas en termes de durée, pourquoi elle dit-elle, puis je vais prendre son expression, patcher Alvarez tous les ans? Alors, elle dit, ça doit durer 10 ans, pourquoi on patch à tous les ans au lieu de faire une clarification et puis asphalter? Réponse, M. Pelletier. Oui, c'est pas des réponses faciles, mais en fait, on fait 4 niveaux d'intervention sur les rues. Alors, il y a l'entretien qu'on fait où on remplit les trous, les nids de poules ou les fissures, et c'est probablement ça à quoi Mme Terrien fait référence sur Alvarez. Alors, oui, on va continuer à le faire. Ce sont des interventions ciblées. On fait également du maintien d'actifs sur le millénaire. Et Mme Terrien a d'ailleurs une question, on pourrait y revenir, par rapport à millénaire et les investissements qu'on doit y faire. Mais c'est du maintien d'actifs. On fait en sorte, on remplace, par exemple, la surface pour faire en sorte qu'une route qui est bonne reste bonne encore de nombreuses années. Et il y a aussi du pavage palliatif et finalement de la reconstruction. Quand on parle de reconstruire une rue, on tombe dans les millions de dollars. Alors, pavage palliatif, vous faites mention des 750 000 dollars. On vous rappelle que 750 000 dollars, c'est pour 3 ans. C'est plutôt environ 250 000 par année. Et avec ça, on va faire 5 rues cette année qui vont leur donner une durée de vie d'au moins 10 ans supplémentaires avant qu'on songe à faire de la reconstruction. Alors, je pense que c'est un excellent investissement pour ces rues-là, parce que ça va prolonger leur vie d'autant, parce que on n'aurait pas les moyens de tout refaire la même année. Vous pouvez imaginer à coût de millions de dollars, si on faisait toutes les rues qu'on souhaiterait refaire, toutes celles qui ont des fossés, on n'en sortirait pas. Alors, on étale sur les années et on fait en sorte que celles qui doivent attendre puissent au moins offrir un service potable à la population. Merci beaucoup. Donc, ça complète les réponses que nous devions donner aux questions qui nous avaient été... Oui, il y avait une autre question, monsieur Pelletier? Oui, Madame Terrien avait une autre question par rapport. Madame Terrien nous demandait, Monsieur le maire, c'était juste avant la question que vous avez abordée, comment il se fait qu'on investit encore 1 250 000 sur le boulevard du Millénaire, alors qu'on a déjà mis beaucoup d'argent sur ce boulevard-là. Alors, c'est bien certain qu'on n'est pas en train de recommencer ce qui a été fait. Ce qui a été fait a été bien fait, puis on n'y retouchera pas. Souvenez-vous qu'il reste une section à faire, à scarifier et à refaire de l'asphalte. Et la raison pour ça, c'est pour éviter que les fissures fassent en sorte qu'il y ait des infiltrations, puis qu'on aille défaire les fondations qui, elles, sont en très bon état. Alors, vous dites, on pourrait attendre après la pandémie. Malheureusement, les fissures attendront peut-être pas bien des années encore. Alors, on va être obligé d'agir. Et en plus, c'est que les travaux qu'on vient d'annoncer sur le millénaire, on dit millénaire, mais en fait, on voulait fermer une seule fois. Mais là, c'est enfin les travaux de reconfiguration de la croisée avec Wilfrid Laurier et millénaire pour la sécurité, pour réduire la distance, la durée de traverse. C'est Mme Laforêt qui avait présenté d'ailleurs ces travaux-là lors de la précédente rencontre. Et également, il y a une piste pédestre et cyclable du côté des commerces, marché IGA et autres commerces. Là, il y a une piste cyclable qui est interrompue et qui ne se rend pas jusqu'à la 116, là où il y a une autre piste cyclable. Alors, la piste va traverser, mais ça prend également deux barrières de passage à niveau. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça cette année et qu'on remet pas ça, c'est que Transport Canada nous accorde une subvention de la hauteur d'environ 216 000 $
Alors, on aurait pu dire non merci, on va y repenser l'an prochain et refaire une demande, mais je pense qu'on n'était pas en position pour dire non merci, surtout qu'on attend depuis tellement longtemps pour faire les travaux à la croisée de la 116. On ne manquera pas notre chance. Ceci étant dit, on est toujours dépendant de ce qui va se passer avec la situation, avec les autorisations du ministère des Affaires municipales puis des Transports, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Et donc, non, on n'est pas en train de remettre de l'argent en même place qu'on l'avait déjà mis avant. Oui. L'intervention de M. Pelletier me permet de rappeler que nous avons beaucoup de rattrapage à faire en ce qui concerne la restauration ou la mise à niveau de plusieurs rues à Saint-Basile-le-Grand. On l'a vu, il y a des rues maintenant que c'est elle qui décide. C'est la rue qui décide à quel moment on doit la restaurer. On l'a vu avec le chemin des vins, le rang des vins. Alors, il y a 2 ans où on était obligé de le dévancer plus que 2 ans, je pense que c'est 3 ans même, parce que c'était rendu pratiquement dangereux. Donc, on a bien sûr à mettre à niveau ce qu'on appelle, nous, tout restaurer les rues qui, ça fait 40, 50 ans qui ont été faits, etc. Mais la dimension qui est soulevée par M. Pelletier nous rappelle qu'on doit avoir la préoccupation de préserver ce qu'on fait. Alors, le boulevard des Millénaires, ça fait que c'est assez récent comparativement aux autres rues. Alors, c'est pourquoi on se doit d'être très attentif lorsqu'il y avait des fissures comme ça pour pouvoir entretenir. Sinon, on va être obligé de devancer aussi la mise à niveau de ces endroits-là. Donc, voilà. Là, ça complète et on n'a pas oublié d'autres, M. Pelletier. Hein? Merci. Vous avez échappé celle-là, effectivement. Mme Terrien avait posé la question là-dessus. Donc, une invitation, avant de passer à l'ordre du jour, une invitation et par la suite une information. L'invitation, ce que nous vous faisons, c'est que le 17 juin, il va y avoir une collecte de sang de la ville de Saint-Basile-le-Grand, bien sûr, avec Emma Québec. Alors, le 17 juin, cette collecte de sang-là va se tenir au Centre civique Bernard Gagnon de 13h30 à 20h. L'objectif, c'est d'avoir 80 donateurs. Je pense qu'on peut atteindre ça. Et considérant la situation dans laquelle nous retrouvons maintenant, alors c'est sur rendez-vous. Alors, il faut prendre rendez-vous. On va vous donner les coordonnées à un moment donné de quelle façon vous allez prendre rendez-vous. Mais on vous invite fortement, toutes les personnes de plus de 18 ans qui le souhaitent, de donner. Alors, dans les circonstances, vous savez que Emma Québec doit faire 1000 levées de sang par jour pour pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux. Alors, donner du sang, c'est donner, faire un don de vie. Alors, au moment où on est dans une période de solidarité collectivement et où il y a un besoin impératif de sang, je pense que c'est un geste non seulement souhaité, mais des plus méritoires de donner du sang, c'est de donner un peu de soi pour les autres. Et on sait, dans des moments comme maintenant, jusqu'à quel point c'est important. Je rappelle aussi, et je pense qu'il y a des statistiques qui sont parlantes. Tantôt, je vous disais 1000 dons de sang par jour afin de répondre à l'ensemble des demandes des hôpitaux au Québec. Là. OK? Or, ici, Emma Québec, c'est près de 1300 employés. Plus de 300 000 présences de donneurs sur des sites de collecte de sang par année. Okay? C'est 16 000 bénévoles. Lorsque le 17 juin, lorsque du sang, ici, il y aura collecte de sang, il y a des bénévoles de Saint-Basile-le-Grand et des bénévoles de l'extérieur qui viennent soutenir aussi les employés d'Emma Québec pour pouvoir faire en sorte que tout se déroule selon, bien sûr, les exigences de circonstances. Et Emma Québec, c'est 500 000 produits sanguins livrés annuellement dans nos hôpitaux. Alors, vous allez dire, il donne donc des statistiques. C'est vous dire l'ampleur de l'effort que cet organisme-là doit déployer tous les jours pour s'assurer qu'on puisse avoir
les produits sanguins suffisants pour répondre aux besoins. Et c'est encore plus vrai en période qu'on connaît présentement. On sait toutes les difficultés qui se posent dans les hôpitaux, mais particulièrement pour nos gens qui sont touchés dans les CLSC, dans les centres pour aînés. Pardon. Okay. Alors, c'est l'invitation. Donc, collecte de sang de la ville de Saint-Basile-le-Grand, le 17 juin, au centre civique Bernard-Gagnon, de 13h30 à 20h. Et on s'organisera pour être là pour vous accueillir à distance, bien sûr. Vous avez dit une information, une invitation, une information. Alors, les camps du jour. Nous sommes interpellés, nous avons été interpellés beaucoup ces derniers temps pour les camps de jour. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées et aussi qu'on est parti sur des informations de premier ordre qu'on vous avait données, mais toujours dans un processus de s'assurer qu'on puisse les réaliser et aussi mis dans les conditions optimales. Il y a deux enjeux. Okay? Deux défis là-dedans. C'est d'abord le défi organisationnel, logistique dans une période semblable. Alors ça, c'est pas rien, ça. C'est majeur même. Alors, c'est notre service des loisirs, la direction de service des loisirs avec son personnel qui ont fait ça, qui ont préparé ça. Et déjà depuis 6 semaines que tout est prêt. Pas parce qu'on n'est pas prêt. Okay? Alors, tout est prêt. L'autre défi, c'est le défi financier. Alors, un défi financier qu'on a pu mesurer dans l'ordre de, qu'on vous avait indiqué déjà, de 142 000 pour répondre à l'ajout de personnel aussi, tout en modifiant le ratio moniteur-jeune. OK? Enfin, donc, c'est les deux défis nous avions à rencontrer. OK? C'est sur le plan financier, sans compter les imprévus. Aux questions dont nous répondions tantôt, nous avons fait part que tous les jours, sinon au moins toutes les semaines, on a des surprises en termes d'imprévus, en termes de coûts. Ça ne se limite pas seulement qu'à une question de coût, ça se limite, comme je le disais, ces deux facteurs, aussi une question de pouvoir accueillir convenablement avec des règles de l'art et surtout avec ce qui nous est recommandé par la sécurité publique ou encore l'hygiène publique. OK? Alors, vous nous confiez à notre personnel ce que vous avez de plus précieux, vos enfants. Moi, je prends ça pour acquis. C'est pas rien, c'est toute une responsabilité. Bon, alors on veut le faire dans les conditions maximales. S'il y a des imprévus, on va être capable d'y répondre aussi financièrement. Alors, nous, ce qu'on a fait, et on a travaillé, je dirais, plusieurs réunions. Autant notre personnel des loisirs a travaillé son dossier, une bonne présentation, répondu aux questions du Conseil. Alors, depuis 6 semaines, on travaille là-dessus périodiquement, on se questionne, on revoit nos dossiers, on surveille ce qui se passe au niveau gouvernemental en termes de directives, de consignes aussi. Ça nous vient de partout. OK? Alors, une des questions qui nous était posée tantôt par M. Fortier, je pense, qui disait, est-ce qu'on a fait une demande au gouvernement? Normalement, vous voyez, M. Pelletier, j'avais oublié celle-là aussi. Alors, M. Fortier, est-ce que vous avez fait une demande au gouvernement pour pouvoir vous faire soutenir en termes de coûts additionnels? Oui. On le fait par truchement de l'Union des municipalités, collectivement, pour pouvoir mesurer les coûts d'ensemble pour chacun. L'Union des municipalités a fait un bon travail, un excellent travail en 2 séquences. Donc, un avis préliminaire en ce qui concerne ce que nous appréhendions en termes de coûts. Et depuis, je pense, ces 3 jours ou 4 jours, un avis plus précis et formel par rapport à l'ensemble des municipalités. On a eu 2 sons de cloche de la part du gouvernement. Donc, un premier son de cloche qui nous est venu il y a plus d'une semaine lorsque la ministre responsable, la ministre des Affaires municipales
et aussi de l'habitation a répondu à une question à l'effet que oui, elle envisageait de soutenir les municipalités dans leurs nouvelles obligations. Or, dans une lettre conjointement qu'elle nous a écrite au maire, avec sa collègue aussi déléguée à l'éducation, à la formation et au sport, Mme Charest, donc Mme Laforêt et Mme Charest, nous ont écrit pour dire effectivement qu'ils soutiendraient les municipalités. Et Mme Laforêt a fait mention, entre autres, en ce qui concerne les camps de jour. Bon, alors, c'est donc dire que sur cette base-là, nous, on fait un acte de foi, je dirais, et pour paraphraser ce qu'on voit dans les Écritures saintes, okay, un acte de foi et d'espérance. Alors, de foi, on pense que oui, le gouvernement va nous aider, et d'espérance, c'est qu'il fasse. Alors, qu'il fasse à la bonne hauteur. Donc, ceci pour vous dire que le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec les camps de jour. Alors, aller de l'avant avec les camps de jour et deux choses. D'abord, toutes les personnes qui nous ont interpellés, plusieurs d'entre vous ont dit vous pouvez faire un déficit, faites-le, faites un déficit, les gouvernements canadiens, même il y en a un qui dit le gouvernement québécois, le gouvernement canadien, ils n'hésitent pas, les fins déficits, là. OK, il y en a d'autres qui ne disaient pas comme ça, mais ils disaient vous pouvez faire un déficit. Non. La loi nous interdit comme municipalité de faire des déficits. On dit qu'il faut attacher tous nos dépenses en fonction de revenus qu'on a, et Dieu sait que nos revenus sont limités à la taxe foncière, et ça presque essentiellement. Okay? L'autre aspect, les gens disaient, si vous ne faites pas de déficit, augmentez les tarifs. Le choix de la municipalité, ce n'est pas d'augmenter les tarifs, surtout pas dans une période qu'on passe présentement, où plusieurs difficultés auxquelles nos citoyennes et nos citoyens sont confrontés, qu'on va tenir les camps de jour avec le tarif connu présentement. Donc, ces camps de jour-là vont se tenir dans un contexte totalement différent. Vous comprenez bien de ce qui se faisait dans le passé. Vous aviez une moyenne de à peu près 250 jeunes en moyenne là, sur la période dévolue au camp de jour qui venaient quotidiennement. Donc, on va être obligé de réduire le nombre à 180 en moyenne sur 7 semaines. Bon. Pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a les raisons d'obligation en ce qui concerne les questions d'hygiène, de sécurité, les questions sanitaires et des questions aussi de ratio. Alors, ici, je ne sais pas, j'avais les ratios. Ici. Donnez-moi juste 30 secondes pour que je retrouve maintenant. Oui. Alors, vous allez comprendre. Et là, donc, on passe de 254 en moyenne jeunes qu'on reçoit à 180. OK? Alors, le ratio maintenant, pour les enfants de 5 à 7 ans, ça va être un animateur pour 6 enfants, où habituellement, il y avait un animateur pour 12 enfants, pour les 5 à 7 ans. Alors, vous comprenez, c'est du simple au double. OK? Alors, donc, les 5 à 7 ans, un animateur pour 6 enfants, et alors que c'était un animateur pour 12 enfants. Les 8 à 9 ans, c'est un animateur pour 8 enfants. Habituellement, c'est un animateur pour 15 enfants. Et 10 à 13 ans, un animateur pour 8 enfants, qui habituellement aussi, c'est 1 pour 15 enfants. Alors, si je vous dis ça, c'est pour illustrer que tout change. Tout change, c'est d'une part le nombre d'employés qu'on doit avoir pour s'occuper d'un nombre supérieur du double, pour s'occuper d'un nombre inférieur pour certains groupes d'âge qu'on passe du simple au double. Donc, on divise par deux plutôt. Donc, deux endroits maintenant. Alors, il y aura deux plateaux
il n'y aura pas de sortie extérieure pour aller dans les camps à l'extérieur et tout ça. Donc, tout va se passer à Saint-Basile. Donc, en termes de mesures spéciales, il y a un plateau qui va être au centre civique Bernard Gagnon et l'aréna. L'aréna, souvenez-vous, toujours distanciation, toutes les mesures, etc. Donc, un plateau sur le côté nord, sur le côté sud, et un plateau sur le côté nord qui va avoir lieu, lui, au centre civique, au centre Lise B. Boisvert, auquel nous allons ajouter un chapiteau de 40 par 60 pieds, toujours pour respecter les règles de distanciation, etc. Donc, dans les deux cas, je vous ai fait grâce de toutes les mesures sanitaires de protection. Vous allez pouvoir être informé de ça lorsque l'enfant est assez âgé pour pouvoir déjà le prévenir de ce qui s'en vient. Ça ne sera pas pour les personnes qui sont, les jeunes qui sont habitués à nos camps de jour, pour qu'ils soient prévenus que ça ne sera pas comme les années passées, il y a des mesures, tout ça, mais notre personnel va être tout aussi accueillant, tout aussi intentionné, tout aussi dévoué, ça, vous pouvez être assuré de ça. Et ils sont aussi, je pense, impatients de pouvoir accueillir vos enfants. Alors, les inscriptions, à compter, ça ne donne rien d'appeler avant, puis venir, puis insister ou quoi que ce soit, à compter du 8 juin. Et la façon de procéder, je pense que vous la connaissez déjà. S'il y a des modalités nouvelles, vous allez être informés des modalités nouvelles. Et je rappelle, c'est la tarification demeure la même et toutes les autres dispositions inhérentes aux précautions à prendre et mesures pour vous inscrire, tout ça vont vous être communiquées. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je remercie beaucoup mes collègues du conseil municipal, M. Beaupré et son équipe, Mme Lefebvre aussi, et qui ont mis tout ce temps parce qu'il y a eu beaucoup de temps. Et un salut tout spécial pour l'équipe de Mme Marchand, qui est à la direction des loisirs, pour le travail assez exceptionnel d'accompagnement qu'ils nous ont fait pour pouvoir refaire chaque fois quasiment des scénarios en fonction des nouvelles directives. Alors, je pense que j'ai peut-être été pris un peu de temps, mais je pense qu'en fonction du souci que vous aviez par rapport au camp de jour, la capacité d'accueillir vos jeunes et surtout capacité, pouvoir décider de les accueillir et tout le travail qui a été mis là-dedans, je pense que ça valait la peine de faire le point présentement. Donc, bref, oui, il y aura des camps de jour dans le cadre de ce que vient d'énumérer et je remercie bien sûr à nouveau mes collègues tout le temps qui ont mis aussi à préparer ce dossier-là. C'est bien. Donc, je pense qu'on a couvert en termes d'introduction. Donc, nous allons passer maintenant à l'approbation des procès-verbaux, la séance ordinaire, des séances ordinaires. Une qui est ordinaire, c'est le 4 mai, et l'autre extraordinaire, le 19 mai, ou à l'inverse. Mais il est dans l'ordre, donc, d'approuver ces deux procès-verbaux-là, d'avoir un proposeur et un appuyeur qui propose. On va les adopter en même temps, les deux. Alors, M. Guy Lacroix propose, appuyé par M. Richard Pelletier. Dépôt d'un procès verbal de correction. Alors, parfois, vous allez voir toute la rigueur que ça demande. Alors, lorsque, au niveau du greffe, faire les choses selon les règles de l'art en ce qui concerne les exigences gouvernementales, réglementaires, pas gouvernementales. Alors, ça regarde les dossiers d'adjudication des émissions d'obligations qui sont au montant de 4 148 000 $ de 19 mai, justement. OK, puis modification des règlements dont je vous économise la série parce que vous avez sûrement gardé en mémoire parce qu'on vous en avait parlé. Hein?
Alors, les numéros 800, la série des numéros 800, vous vous souviendrez, et 900, 1000 aussi, et tout ça. Mais c'est toujours en fonction du procès-verbal de correction déposé à cet effet par la greffière et apporter une correction à la résolution 2020-05-128 à la suite d'une erreur de vocabulaire qui apparaît de façon évidente à la simple lecture du document soumis à l'appui de la décision, puisqu'il s'agit d'une omission d'obligation. Vous voyez la nuance? Il s'agit d'une omission d'obligation et non de billet. Le tout conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Donc, dépôt du procès-verbal, donc résolution. Alors, la correction, on n'a pas de proposition là-dessus, hein, Mme Lefebvre? Non, Monsieur le maire, c'est seulement un dépôt. C'est un dépôt. Merci. Parce que là, il était plus sûr. Je voyais bien que c'était un dépôt, mais on n'a pas besoin d'une résolution pour faire la correction. Les comptes à payer maintenant, pour le mois de mai, d'approuver les comptes à payer pour au montant suivant. Le fonds d'administration, 940 604 et 3 sous, et le fonds de dépenses en immobilisation, 14 318 et 26 sous, pour un grand total de 954 922 et 32 sous. Alors, pour adopter les comptes à payer, un proposeur et appuyeur. Proposé Mme Laforêt, appuyé M. Lacroix. Rapport d'activité du trésorier pour le financement maintenant des partis politiques et des candidats. Alors, le Conseil, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt du rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, préparé par le trésorier et qui est en même temps directeur général adjoint, M. Normand Lalande, conformément à l'article 530 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Une copie de ce rapport est transmise au directeur général des élections du Québec. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas eu d'élection l'année passée, mais c'est récurrent parce que lorsqu'il y a une activité, par exemple, un rapport complémentaire qui est demandé par le directeur général des élections, alors les années subséquentes, ça peut arriver pour mise à jour, et c'est le cas, et c'est M. Lalande qui est responsable de ça. Donc, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt. En présentation maintenant d'un règlement modifiant le règlement 1158 relativement à l'imposition des taxes foncières et des tarifs sur la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la loi. Ça, c'est ici. Ouais. Défini à la loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999, ainsi que la tarification pour le financement des biens et services de la ville de Saint-Basile-le-Grand, bien sûr, pour l'année 2020, afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire et de mesures d'urgence décrétées par tout organisme gouvernemental et par la ville ou par la ville pour l'ensemble de la tarification du projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion. Je ne sais pas s'il y a obligation de toute la lire, mais c'est pour vous rappeler, par exemple, que dans le cadre de la pandémie, nous avons pris des mesures pour pouvoir faciliter l'accès à certains de nos services sportifs, par exemple, terrain de tennis, aussi pour les activités en vélo et tout ça. Il y avait un tarif là pour... on veut faire en sorte que dorénavant, on ne soit pas obligé de reprendre tout le processus lorsque le Conseil juge qu'il doit mettre à la disposition des facilités pour les citoyens. Je fais juste, faut peut-être regarder dans les considérants. Alors, je fais lire aussi 14.1 qui décrit bien, là, parce qu'il y a plusieurs considérants, lors d'une crise sanitaire de toute autre mesure d'urgence décrétée par tout organisme gouvernemental par la Ville, cette dernière peut, par résolution et selon les modalités qu'elle établit, réduire
ou suspendre temporairement l'application de tout tarif prévu aux articles 14-19 du présent règlement et peut également réserver l'usage de ces terrains sportifs uniquement aux résidents de Saint-Basile-le-Grand. Donc, il faut effectivement une mesure spéciale. C'est ce qu'on a fait, c'est la semaine dernière, je pense aussi. Donc, moi, je pense que je ne peux pas donner avis de motion. Alors, est-ce que je peux, je ne me souviens pas. C'est M. Pelletier donne avis de motion. En présentation maintenant d'un règlement modifiant diverses dispositions du règlement du zonage. Ça concerne la zone U220 pour le projet de règlement U220-26. Alors, je vais demander à Mme Lorraine d'en faire la présentation. Oui, alors j'en fais avis de motion, M. le maire, et puis je vais vous faire la présentation. C'est quand même assez long, mais je vais prendre le temps de le faire, puis je vais fort probablement commenter quelques points. Alors, ce règlement comporte différentes dispositions qui ont été proposées par le service de l'urbanisme, d'autres qui ont été recommandées par le comité consultatif d'urbanisme auprès du conseil municipal. Alors, commençons par l'article 29 intitulé « Terminologie », qui est modifié de la façon suivante par la modification du terme « habitation bifamiliale » par le retrait du terme « superposé ». Alors, c'était une proposition du conseil, une demande du conseil de permettre des bifamiliales côte à côte. Aussi par le remplacement du terme habitation multifamiliale par la définition suivante, habitation multifamiliale, habitation comprenant un minimum de 4 unités logements accessibles par une entrée commune située sur la façade principale du bâtiment et dont au moins la moitié des unités sont superposées. Dans le cas d'un bâtiment de 4 logements, les entrées principales de chacun des logements peuvent être distinctes. Alors ici, on vient permettre des entrées distinctes pour des bâtiments de 4 logements. Au point 1,3, on modifie la terminologie par l'insertion entre les termes spa et structure d'enseigne de la définition du terme stationnement étagé suivante. Un stationnement étagé, c'est un bâtiment ou partie de bâtiment destiné au stationnement de véhicules moteurs comprenant au moins un niveau de stationnement hors sol situé à une hauteur de plus de 1 mètre. L'article 301 intitulé « Généralité » est modifié par l'ajout, après le paragraphe 10 du paragraphe 11 suivant, « Tout stationnement étagé est prohibé ». Alors, on vient interdire les stationnements étagés dans les projets résidentiels. À l'article 373 intitulé « Règles particulières applicables aux projets intégrés » est modifié par l'ajout, après le paragraphe 6 du paragraphe 7 suivant, la hauteur du niveau de plancher du rez-de-chaussée des immeubles par rapport au centre de la rue. Alors, lorsqu'il y a un projet intégré, on comprend que la hauteur du rez-de-chaussée est en fonction du centre de la rue et non pas des édifices l'un par rapport à l'autre. Le chapitre 6 intitulé « Dispositions applicables aux usages commerciaux, industriels et publics » est modifié par l'ajout, après l'article 641 de la section 10,11 suivante, « Dispositions relatives aux gazons et surfaces synthétiques ». À l'article 641.1, on ajoute « Généralité, le gazon synthétique et autres surfaces synthétiques sont autorisées à titre de revêtement de sol dans les aires de jeu de garderie, ainsi que dans les parcs et terrains de jeu et autres terrains municipaux. Ceci dans le but d'un entretien plus performant des aires de jeu. Certains gazons sont moins chauds. C'est une demande qui nous vient de notre service du génie. À l'annexe B
du règlement de zonage U220, intitulé « Grille des usages et des normes ». Il est modifié conformément à la grille et annexé au présent règlement en annexe A1, en apportant la modification suivante à la zone 126C. La zone 126C, c'est sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Alors, ajouter dans la note 1 de la section notes l'usage 50-20, entreposage intérieur pour un usage public seulement. Alors, la Ville veut utiliser comme lieu d'entreposage un local disponible dans cette zone. L'annexe B du règlement de zonage U220 intitulé « Grille des usages et des normes » est modifiée conformément à la grille et annexée au présent règlement en annexe A2 et apportant modification suivante de la zone 214H. Alors, la zone 214H, c'est le vieux village. Alors, c'est entre autres la rue La France-Est. Alors, dans les sections normes, la hauteur en étage maximal est remplacée par le chiffre 2 pour 2 étages. Pour l'usage habitation multifamiliale H4 isolé. Alors, on vient retirer la possibilité de faire un immeuble de 3 étages. Donc, on limite à 2. On autorise seulement les 4 à 8 logements pour les projets de redéveloppement de 0,5 hectares et plus. Le renvoi à la note 3 est ajouté à la ligne note particulière pour l'usage habitation multifamiliale H4 isolé. Et la note 3 suivante est ajoutée dans la section notes de la grille. Ce type d'habitation n'est autorisé que dans le cadre de projets de redéveloppement de terrain de 0,5 hectares et plus. À l'annexe B du règlement de zonage intitulé « Grille des usages et des normes » est modifié conformément à la grille et annexé au présent règlement en annexe A3 et apportant les modifications suivantes à la zone 401H. La zone 401H, c'est sur Principal à l'ouest de Millénaire. Alors, on ajoute dans la section classe d'usage permise l'usage habitation H1 unifamilial. Il s'agit, on le fait pour un projet situé sur un terrain très profond. On vient permettre la construction d'un bâtiment unifamilial jumelé tout en gardant la densité qui existe présentement. On ajoute dans la section normes spécifiques la structure de bâtiments jumelés, les différentes marges d'implantation, les dimensions du bâtiment, rapport pour le nouvel usage H1 unifamilial jumelé. On vient ajouter aussi dans la section lotissement la largeur, la profondeur, la superficie minimale de terrain pour le nouvel usage H1 unifamilial jumelé. On vient remplacer aussi dans la note, dans la section notes, la note 2 par la note suivante. Tout terrain de 0,5 hectares et plus ne pourra être subdivisé que pour permettre un projet de redéveloppement selon les dispositions prévues pour une habitation unifamiliale jumelée, ainsi que d'une densité minimum de 21 logements à l'hectare. On vient indiquer ce paragraphe-là puis on pourrait le faire dans pour chacune des zones du territoire de Saint-Basile-le-Grand. On le fera peut-être à chaque fois qu'on va modifier notre règlement U220. C'est pour bien indiquer que lors d'un redéveloppement de plus d'un demi-hectare, on doit se conformer au schéma d'aménagement et avoir un minimum de densité de 21 logements à l'hectare. Je veux vous signaler aussi au niveau du processus qui a été modifié, le processus pour l'adoption du projet. Selon 2 arrêtés ministériels, on va évidemment, puisqu'on ne peut se réunir présentement, on va procéder avec des avis publics de consultation écrite.
Alors, ici, l'avis public de consultation écrite commence le 4 juin et se termine 15 jours plus tard, soit le 19 juin. Et pour ce qui est de l'avis public d'une demande de participation à un référendum, même chose, 15 jours, commencera le 25 juin 2020 pour se terminer le 10 juillet avec l'objectif d'une adoption du règlement le 13 juillet prochain. Alors, j'imagine que si les citoyens veulent avoir plus d'informations, peuvent communiquer avec Maître Lefebvre ou le service du greffe. Voilà. Merci. Une excellente présentation. Madame Larin, vous en faites l'avis de motion? Oui, je fais avis de motion. Donc, nous allons aussi, sur la présentation de l'avis de motion à nouveau sur le règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage, toujours dans le U220, pour le projet de règlement U220-27, Madame Larin. Alors, j'en fais aussi avis de motion et je vais aussi vous en faire la lecture et le commenter un peu. Alors, ce sont des dispositions soit recommandées au Conseil par le Comité consultatif d'urbanisme suite à des demandes de propriétaires, soit des recommandations du service, venant directement du service d'urbanisme qui veut peaufiner et améliorer le règlement U220. Alors, à l'article 301 intitulé « Généralité » est modifié par le remplacement du paragraphe 6 par le paragraphe suivant. En cours avant, les aires de stationnement ne doivent pas être localisées devant plus de 50% de la façade du bâtiment et excéder 7 mètres de largeur devant cette façade. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés à l'extérieur d'une cour et aux entrées en demi-cercle conformes aux dispositions de l'article 315. Alors, c'était une demande pour un projet d'habitation sur la rue Prévert. Évidemment, sur Prévert, les façades ne sont pas tellement larges, mais par contre, dans d'autres zones, les façades avant des résidences peuvent être beaucoup plus larges. Donc, oui, on peut aller jusqu'à 50% de la façade pour les aires de stationnement sans excéder 7 mètres de largeur. À l'article 777 intitulé « Marge de recul latérale et arrière », on vient remplacer des marges de recul latérales arrière entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et les limites de l'emplacement du projet intégré qui sont établis. Je vais vous en faire la lecture. C'est sûr que lorsqu'on ne le voit pas, c'est plus difficile à comprendre. Donc, c'est dans les projets intégrés. C'est une modification sur laquelle le service d'urbanisme travaillait depuis quelque temps. Évidemment, on a des obligations de densité et ça nous oblige à construire avec des marges plus restreintes. Donc, pour l'unifamilial H1 de 1 ou 2 étages, on passe à des marges de 5 mètres, alors qu'auparavant, c'était 7,5. Pour du bifamilial H2, même chose, 5 mètres plutôt que 7,5. Pour du tri familial, on passe à 6 mètres pour 1 ou 2 étages. Auparavant, c'était 10 mètres. Pour le multifamilial, 4 à 8 logements. Pour 2 et 3 étages et plus, on passe pour 2 étages à 6 mètres. Avant, c'était 10 mètres. Pour 3 étages et plus, on passe à 8 mètres, ce qui était auparavant 12 mètres. Et pour le multifamilial, 9 logements et plus, même chose, 6 et 8 mètres. Cependant, cette marge peut être réduite à 4 mètres pour un garage souterrain ou sous dalle qui excède le bâtiment principal, en notant que la partie apparente des murs extérieurs n'excède pas 0,6 mètres de hauteur. À l'article 387 intitulé « Piscine et spa », l'article 387 est remplacé par ceci, un nombre maximum de 2 piscines creusées communes et est autorisé par projet intégré. Les piscines hors terre ne sont pas autorisées. Toutefois, dans les projets intégrés de type habitation unifamiliale,
en plus de ces piscines communes, une piscine creusée par logement est autorisée. Cette piscine doit avoir une superficie maximale de 8 mètres carrés et être située à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal et de toute ligne de terrain, nonobstant les dispositions de l'article 212 relatif au nombre de spas autorisés. Un maximum d'un spa par logement est autorisé dans un projet intégré. Alors, on parle bien de projet intégré où on retrouve sur un même lot plusieurs immeubles. Les autres dispositions prévues à la sous-section 4,13 du présent chapitre s'appliquent. Alors, c'est une demande d'un promoteur sur le rang des vins de permettre ces installations d'une piscine individuelle comme dans d'autres projets du même type, parce que ce sont des unifamiliales avec des cours semi-privés. À la sous-section 4,15, intitulée « Dispositions relatives aux bâtiments de services accessoires, aux équipements d'entreprise de services publics, de transport, d'énergie et de transmission des communications » est insérée par l'article 466 et se lit comme suit. Alors, vous vous souviendrez que dans le règlement U220-25 qui a été adopté le mois dernier, si je me souviens bien, c'était un règlement résiduel, on venait permettre des édifices, des équipements d'entreprise de services publics. Alors, il s'agit de la compagnie Énergir qui doit, à la jonction de deux pipelines, coin principal et rang des 30, côté nord de la ville, qui va devoir construire quelques petits bâtiments de service. Alors, on vient ajouter à l'article 466-1, vous permettrez de prendre un peu d'eau. Généralité, les bâtiments de service sont autorisés à titre de construction accessoire aux équipements d'entreprise de services publics, de transport d'énergie et de transmission de communication. Ces bâtiments doivent être propres et bien entretenus. À l'article 466,2, je suis en train de perdre la voix, pardon. Architecture, les bâtiments de service doivent être recouverts de matériaux de revêtement extérieur de même couleur et de même nature que les autres bâtiments de service situés sur un même terrain. Les bâtiments de service doivent être camouflés de la voie publique par une haie de conifères denses. C'était une demande du conseil municipal parce que, évidemment, de la voie publique, on va pouvoir voir ces édicules. Alors, on voulait qu'ils soient camouflés. Donc, il y aura autant sur la 116, sur principal, sur rang des 30, il y aura camouflage à partir de haies. L'article 691 intitulé « Généralité » est modifié par l'ajout au troisième paragraphe du texte suivant ou à même un bâtiment temporaire conçu à cette fin et respectant les dispositions de la présente sous-section. Je vous dis tout de suite que les articles 691 et suivants concernent le vignoble sur rang des vins, alors qu'il avait demandé une modification de zonage. À la MRC, il y a eu une fin de non-recevoir. Alors, on est allé avec une modification du schéma d'aménagement qui a été accepté à la MRC. Alors, on vient ajouter des articles pour concorder avec le schéma d'aménagement. Alors, on ajoute le texte suivant ou à même un bâtiment temporaire conçu à cette fin et respectant les dispositions de la présente sous-section. À l'article 693 intitulé « Superficie », on vient circonscrire la dimension d'un chapiteau temporaire d'une superficie maximale de 650 mètres carrés.
À l'article 693-1 intitulé « Période d'autorisation », on vient circonscrire le temps où on peut avoir ce chapiteau temporaire, soit du 15 avril au 15 octobre de la même année. À l'article 693-2, on vient baliser avec l'architecture en mentionnant que les matériaux autorisés pour les chapiteaux temporaires sont le métal pour la charpente, le tissu tissé laminé pour le revêtement. Ces matériaux doivent être conçus spécifiquement à cette fin. De plus, le tissu doit recouvrir entièrement la charpente. Seuls les chapiteaux de fabrication reconnus et certifiés sont autorisés. Et à l'article 693-3 intitulé « Entretien », on vient ajouter ceci: tout chapiteau temporaire doit être propre, bien entretenu, ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Donc, on vient vraiment circonscrire, baliser l'utilisation accessoire de ce chapiteau dans un vignoble. À l'article 730 intitulé « Affichage autorisé avec restriction » et modifié par le remplacement du paragraphe 14 par le paragraphe suivant, une enseigne de menu pour service à l'auto, en autant que cette enseigne soit adjacente à l'allée donnant accès au service à l'auto, qu'elle ait une superficie maximale de 4 mètres carrés et une hauteur maximale de 2,25 mètres. Une deuxième enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré pourra être installée. Alors, ce paragraphe et le suivant concernent une demande du commerce McDonald's qui a un service à l'auto. McDonald's, toutes les succursales McDonald's changent leur enseigne de service à l'auto et notre hauteur maximale pour ces enseignes était de 2 mètres. Ils les font fabriquer, évidemment, ils les font usiner, donc ces enseignes ont une hauteur de 2,25 mètres, donc on vient modifier ceci. Même chose, on vient permettre les enseignes à cristaux liquides pour les enseignes de service à l'auto seulement, parce que sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, les enseignes cristaux liquides sont interdits pour l'instant. Alors, on vient les limiter pour les enseignes de service à l'auto. L'annexe A du règlement de zonage intitulé « Plan de zonage est modifié conformément au plan paraphé par la greffière et annexé au présent règlement à l'annexe A1 et montrant l'agrandissement de la zone 106H à même la zone 105H, laquelle est réduite en conséquence. Alors, c'est un projet, le projet Médéus, qui est sur rang des 20, qui va acheter une propriété située dans la zone 105H. L'annexer, nous demande de l'annexer à la zone 106H. Évidemment, le type d'habitation n'est pas le même. Dans la zone 106H, on peut aller avec du 4 à 8 logements et du 9 logements et plus, ce qui n'est pas possible dans la zone 105H. Alors, à l'annexe B du règlement de zonage U220 intitulé « Grille des usages et des normes », modifié conformément à la grille et annexé au présent règlement en annexe B1 et apportant les modifications suivantes à la zone 126C. Alors, 126C, c'est sur Sir Wilfrid Laurier. Alors, les points que je vais vous signifier concernent la future construction sur Wilfrid Laurier d'un lave-auto sur un terrain de peu de façades. C'est une recommandation du CCU de permettre ce type de construction-là. Maintenant, vous allez voir que c'est assujetti à un PIA. Donc là, il n'est pas question de discuter du type de bâtiment, mais on vient circonscrire ce qui peut être comme utilisation. Donc, ajouter à la section classe d'usage permise la note 2 vis-à-vis les usages spécifiquement permis. À la note, ajouter à la section normes
la structure de bâtiment isolé, les différentes marges d'implantation, les dimensions du bâtiment et rapport pour le nouvel usage spécifiquement permis, c'est-à-dire service de lavage d'automobile. Ajouter dans la section lotissement la largeur, la profondeur, la superficie minimale de terrain pour le nouvel usage spécifiquement permis. Comme je vous mentionnais, c'est un terrain qui est peu large de façade, mais plutôt profond. Et ajouter dans la section divers les normes d'affichage B, C et l'assujettissement à un PIA. Et ajouter dans la section notes, la note 2, service de lavage d'automobile. Alors, même chose, Monsieur le maire, comme j'ai mentionné tantôt, 2 arrêtés ministériels nous permettent d'avoir des avis publics de consultation de façon écrite d'une durée de 15 jours, soit du 4 juin au 19 juin, et un avis public de demande de participation à un référendum aussi allongé, soit du 25 juin au 10 juillet, avec une adoption du règlement le 13 juillet. Alors, j'en fais avis de motion. Merci de votre grande patience. C'est nous qui vous remercions de votre présentation. Et c'est des mesures d'exception. Ce sont des mesures d'exception. Adoption du projet de règlement maintenant, toujours dans le U120-26, modifiant diverses dispositions du règlement du zonage, toujours dans le U220, Madame Lorrain. Alors, on en a fait avis de motion. On vient d'en faire avis de motion. Donc, maintenant, on vient adopter le premier projet de règlement. Donc, considérant qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire et de ses effets sur les procédures publiques et conformément aux arrêtés, à 2 arrêtés ministériels, un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours en remplacement de l'Assemblée publique de consultation sera publié dans les prochains jours. Donc, je fais la proposition d'adopter le projet de règlement U220-26 modifiant les diverses dispositions du règlement de zonage U220 et de publier un avis annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition. Proposé Madame Lorrain. Appuyé Monsieur Pelletier. Oui. Toujours dans la foulée de ce qui précède, cette fois-ci, l'adoption du règlement qui U220-27, modifiant diverses dispositions, toujours dans le règlement U220. Madame Lorrain. Alors, la même procédure que tantôt, on a eu un avis de motion pour le U220-27. Ici, on vient adopter le premier projet de règlement. Donc, toujours avec les arrêtés ministériels qui nous permettent un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours. Donc, je propose ici d'adopter le projet de règlement U220-27. Et de publier un avis annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain. Appuyé M. Pelletier. Alors, l'adoption du règlement numéro 1166 modifiant le règlement 723 relatif au traitement des membres du conseil de ville de Saint-Basile-le-Grand. Donc, l'avis de motion va être donné lors de la dernière réunion, considérant que tous les membres du conseil présents. Je vais vous donner avant, par exemple, le contenu avant de venir à la résolution comme telle. Alors, pour vous puissiez vous situer par rapport à la démarche au niveau de la rémunération. Alors, considérant l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, c'est la loi chapitre T11.001, prévoyant que le conseil municipal fixe par règlement la rémunération du maire et celle des conseillers. Considérant les modifications apportées à cette loi prévoyant que l'allocation des dépenses versées aux membres du conseil sera considérée
par l'Agence du revenu du Canada comme un revenu imposable, alors que cette allocation ne l'était pas avant l'exercice financier 2019. Considérant que le Conseil juge approprié d'ajuster la rémunération des élus afin de tenir compte de l'impact de cette mesure fiscale fédérale sur le traitement, considérant que le Conseil juge pertinent de reviser à la hausse la rémunération de base des membres du Conseil, considérant qu'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mai 2020, bien sûr, considérant que la greffière a publié l'avis prévu à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux le 7 mai, considérant que le règlement est adopté par le maire et 2/3 de voix exprimées. Alors, c'est ici. Alors, que le Conseil adopte le règlement suivant, la rémunération remplacée par les suivants. Rémunération. La rémunération annuelle de base des membres du Conseil est établie comme suit. Le maire, alors 59 162 dollars. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler que lorsqu'on avait le Journal de Montréal avait annoncé les rémunérations des officiers municipaux l'automne dernier. Okay, on annonçait effectivement la rémunération de la plupart des maires et des conseillers municipaux. Nous situons au bas de l'échelle comme telle. Alors, il était annoncé que le maire de Saint-Basile-le-Grand gagnait 91 000 par année. Alors, on est loin du 91 000 par année. Alors, la rémunération du maire, présentement, est 59 162 $. Des conseillers, 11 356. Afin de compenser la perte de revenus occasionnée par l'imposition de l'allocation des dépenses, parce que la partie des dépenses était non imposable, okay? Alors, avant le 1er janvier 2019, à cette rémunération de base s'ajoute pour le maire 4 565 $ et conseiller municipal 981 $. À cette rémunération de base s'ajoute également un ajustement de 5 200 $ pour chaque membre du conseil afin de compenser le fait. En fait, c'est pas compenser, on dit ici compenser le fait que les élus ont renoncé à l'indexation de la rémunération prévue au règlement pour les années 2010-2016. On ne peut pas dire que ça compense ce fait-là, parce que la perte en cours d'année de ces années-là n'a pas été computée comme telle. C'est un montant, en fait, qui est plus un montant de tenter d'équilibrer les revenus des membres du conseil par rapport à d'autres conseils identiques autour, ce qui n'est pas encore comparable, on est encore plus bas. Les dispositions du présent règlement prennent effet rétroactivement le 1er janvier du règlement. Toutefois, l'article 1.3 cessera de s'appliquer durant la période du 12 mars 2020 au 30 septembre 2020, inclusivement en raison de la pandémie COVID-19. La partie de compensation aussi, en ce qui concerne les dépenses, c'est donc dire les frais pour dépenses, qui est maintenant imposable par le fédéral. Les autres municipalités l'ont appliqué dès la mise en application de cette règle-là par le fédéral, c'est donc dire dès janvier 2019. Le Conseil de Saint-Basile, nous n'avons pas fait cette correction-là. C'est seulement que lors de la présentation du dernier budget, nous avions dit que nous étions pour faire cette correction-là. Et cette correction, on l'a fait, on y a renoncé pour toute l'année 2019, mais elle est faite pour l'année 2020. Donc, je reviens à la proposition principale, qui est à l'effet d'adopter le règlement 1106, modifiant le règlement 723, relatif au traitement des membres du conseil de ville de Saint-Basile-le-Grand. Alors, proposeur et appuyeur. Proposé Mme Laforêt. Appuyé M. Pelletier. Donc, juste en conclusion, ici, je rappelle que pour la rémunération des officiers de la ville, je veux dire, c'est transparent, c'est tel que on vient de vous le décrire présentement. Il y a des gens qui s'étonnent de dire que c'est pas plus que ça. Ils pensaient surtout
avec la publication du Journal de Montréal l'automne passé, qui était erroné en ce qui concerne le salaire du maire, qu'on gagnait beaucoup plus que ça. Maintenant, une demande de certificat d'autorisation pour travaux de rénovation extérieure de 1 rue Poitou. Ça, c'est dans la zone 120H. Ça, c'est un PIA. Madame Lorrain. C'est dans le plus beau district de la ville, Monsieur le maire. Il y a du chauvinisme ici, là. Oui. Alors là, on arrive à... Un chauviniste de bonne loi. Oui. Alors, on arrive... tous les districts sont beaux. On arrive à des résolutions concernant les travaux du comité consultatif d'urbanisme qui sont recommandés, donc des recommandations auprès du conseil municipal. Donc, il y a une demande qui a été déposée pour des travaux de rénovation extérieure consistant à l'ajout d'un poteau de soutien, le remplacement des rampes existantes et le remplacement d'une porte d'entrée pour le bâtiment situé au 1 rue Poitou. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est prononcé positivement et en a fait une recommandation au conseil municipal. Donc, je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure consistant à l'ajout d'un poteau de soutien, au remplacement des rampes existantes et au remplacement de la porte d'entrée qui devront être de couleur blanche pour le bâtiment situé au 1 Poitou, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme. Je voudrais juste faire une petite note parce qu'on peut se poser de façon tout à fait normale la question, mais pourquoi on demande que la couleur soit blanche? C'est parce qu'il y a un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et pour uniformiser l'architecture dans ce quartier, les façades étant toutes de couleur pastel, alors entre le rouge et le blanc, évidemment, le blanc est plus pertinent à cet endroit. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Lorrain, appuyé par M. Vézina. Alors, maintenant, toujours dans les demandes de certificat d'autorisation pour une enseigne au 191 sur le boulevard Sir-Wilfrid Laurier. Ça, c'est dans la zone 104C, toujours un PIA, Mme Lorrain. Oui, alors il y a une demande qui a été déposée pour le remplacement d'une enseigne attachée ainsi que pour l'enseigne détachée apposée sur celle commune sur socle pour le commerce situé au 191 boulevard Wilfrid Laurier, local 112. Il s'agit du commerce Subway qui change son logo partout. Alors, et en même temps, ils vont ajouter le mot restaurant pour franciser davantage. Alors, il y a eu une recommandation positive venant du comité consultatif d'urbanisme et donc je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement de l'enseigne attachée ainsi que pour l'enseigne détachée apposée sur celle commune sur socle pour le commerce situé au 191 boulevard Sir-Wilfrid Laurier, local 112, le commerce Subway, le tout conformément aux recommandations, aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Henry. Alors, on est toujours dans les demandes de certificat d'autorisation pour les travaux de rénovation extérieure. C'est 230 la rue principale, c'est la zone 212H d'un PIA à nouveau, Mme Lorrain. Alors, c'est dans le cœur villageois ou presque. C'est le vieux Saint-Basile-le-Grand, donc c'est important de le protéger. C'est pour ça qu'il y a un PIA à cet endroit. Donc, il y a une demande qui a été déposée pour des travaux de rénovation extérieure, le remplacement des fenêtres. Il y a aussi le remplacement du parement, si je me souviens bien. Alors, il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Je précise que notre confrère Richard Pelletier nous a parlé brièvement de cette maison. C'est un style art and craft. C'est une maison qui est admirable pour ses proportions et le respect du style. Alors, la rénovation va certainement respecter et mettre en évidence ce style.
Je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le bâtiment situé au 230 rue principale, tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé M. Pelletier. Or, ici, on est dans un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, projet de construction sur la propriété OA 164, chemin Bella Vista. Ça, c'est le lot 3152, 3, 152, 154, dans la zone 608 PR. Donc, c'est l'adoption d'un projet de règlement, ça. Alors, Mme Lorrain. Alors, pour vous situer, cette zone-là, c'est sur chemin Bella Vista, tout de suite après le Ponceau. Alors, il y a un petit édicule. Si vous allez vers Carignan, là, c'est du côté gauche. Alors, qu'est-ce que c'est un PPC-moi? C'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça vise à permettre la réalisation d'un projet qui peut déroger à la réglementation d'urbanisme qui est dans cette zone-là, sans nécessiter de modifier les normes de la zone comme telle. Alors, il y avait un droit acquis sur ce lot. Le propriétaire nous avait demandé une dérogation mineure pour faire l'agrandissement de cette bâtisse. Dérogation mineure, ça peut aller jusqu'à 25 %, donc ce n'était pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on va davantage avec un PPC-moi. Considérant qu'une demande a été déposée pour un projet particulier, pour un agrandissement, considérant la recommandation favorable adoptée par le comité consultatif d'urbanisme le 24 mars dernier, je propose ici d'approuver la demande de projet particulier de construction pour le projet d'agrandissement du bâtiment situé au 364 chemin Bella Vista et d'autoriser l'élément dérogatoire suivant au règlement de zonage, soit l'extension de l'usage dérogatoire de 100 % de la superficie de plancher, alors que l'article 760 du règlement de zonage permet l'extension au maximum de 25 %. Le tout conformément au règlement U290 concernant les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Il est de plus résolu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire et de ses effets sur les procédures publiques et conformément aux arrêtés ministériels, de publier un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. Alors, il s'agit d'agrandir un bâtiment. Le conseil municipal a vu les documents. C'est vraiment une façon d'améliorer. Il y a une amélioration architecturale. Ça va permettre un agrandissement qui va permettre que tous les véhicules soient à l'intérieur plutôt que stationnés à l'extérieur. C'est une utilisation optimale du terrain. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. À proposer Mme Lorrain. Appuyé Mme Laforêt. Okay. Alors, ici, je procède au dépôt de procès-verbaux des organismes supramunicipaux et régionaux. Alors, le Conseil, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt des procès-verbaux suivants de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour sa séance ordinaire du 12 mai dernier et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour la séance ordinaire du 25 mars dernier. Donc, dépôt étant fait. Alors, nous retournons dans les dossiers qui font la préoccupation de Mme Lorrain, parce qu'en plus de l'urbanisme, elle a aussi le dossier
de l'emploi, c'est donc dire du personnel de la municipalité. Donc, embauche d'un surveillant de plateau d'activité pour statut temporaire. Ça, c'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Lorrain. Oui, alors, considérant le départ de 2 surveillants de plateau d'activité, il y a lieu évidemment de les remplacer selon les dispositions de notre politique d'embauche du personnel. Il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué par le service et selon les recommandations du coordonnateur aux équipements et aux installations, M. Donald Zimmer, il est proposé ici d'embaucher Mme Émilie Hamel Hébert et M. Benjamin Villeneuve à compter du 2 juin 2020 à titre de surveillant de plateau d'activité statut temporaire au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. L'horaire et l'assignation de travail seront établis par le coordonnateur aux équipements et aux installations en fonction des besoins du service. C'est donc dire que s'il n'y a pas d'assignation, bien évidemment, il n'y a pas de salaire. Ils sont payés lorsqu'ils ont une assignation à un horaire. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Vézina. Alors, à nouveau, Mme Lorrain, c'est pour l'embauche technicien en génie civil, statut temporaire aussi au service du génie, Mme Lorrain. Oui, alors, dans notre convention collective statut temporaire, c'est un maximum de 180 jours par année. 185 jours par année, pardon. Alors, le poste de technicien en gestion des débordements est vacant présentement. Je rappellerai que la technicienne en gestion des débordements avait été embauchée pour une durée, toujours à statut temporaire, mais pour une durée de 2 ans. Il y avait eu une lettre d'entente avec notre syndicat. Au même moment, notre technicienne qui fait la gestion des matières résiduelles a dû prendre un congé de maladie. Donc, la technicienne en gestion de débordement a davantage travaillé à la gestion des matières résiduelles. Ce qui fait qu'un autre technicien en génie, statut régulier, a travaillé davantage sur notre plan de gestion de débordement. Il faut penser que présentement, le ministère de l'Environnement veut qu'on travaille davantage sur les débordements, qu'on les maintienne, mais aussi qu'on les réduise. Donc, il faut penser à un certain maintien de notre expertise dans ce domaine-là. Alors, d'autre part, il y a départ de la gestionnaire de projet en congé parental. Selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel, il y a eu un processus de recrutement et selon les recommandations du chef, du directeur du service du génie et du chef de division du génie, messieurs Robert Roussel et Guillaume Grégoire. Je propose ici d'embaucher à titre de technicien en génie civil, statut temporaire au service du génie pour une durée maximale de 185 jours par année. Donc, on dit technicien en génie civil. Donc, la gestion du débordement sera faite par un autre technicien en génie civil, statut régulier, pour justement, comme je vous mentionnais tantôt, pour garder notre expertise. Alors, donc, ici, on embauche 2 techniciens en génie civil, statut temporaire, Mme Audrey Beaulieu, à compter du 8 juin 2020, et M. Pierre-Olivier Poulain, à compter du 15 juin 2020, le tout au salaire de l'échelon 1 et aux conditions prévues dans la convention collective de travail régissant les employés membres du syndicat de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par Mme Laforêt. Mme Lorrain, nous allons vous donner un petit répit. Ça va être apprécié.
Alors, l'adjudication de contrat de construction d'un stationnement non asphalté au parc Prudent-Robert, ça, c'est un appel d'offres que le numéro, le ST 2007 pour le règlement 1091. Monsieur Pelletier. Oui. Alors, il y a eu effectivement un appel d'offres public effectué par l'entremise Services électroniques d'appel d'offres pour la construction de stationnements non asphaltés au parc Prudent-Robert. Donc, on parle d'agrandissement, de réaménager les entrées et sorties pour rendre plus sécuritaire, etc. Il y a eu certains délais. Écoutez, ça prenait l'approbation de la Commission de protection du territoire agricole, d'où l'historique un peu long, mais on y arrive. Alors, on a reçu 6 soumissions le 19 mai dernier et on les a ouverts donc le lendemain, le 20. Alors, je vous lis les montants, les soumissionnaires et les montants. Je vais vous donner juste les milliers de dollars pour raccourcir. Alors, construction TechRock, 309 000 dollars. Excavation d'Arche, 328 000 dollars. Excavation CG2, 413 000. Eurovia Québec Construction, 420 000. NMP Golf Construction, 434 000 et Excavation Civil Pro, 442 000. Donc, ça va de 309 000 à 442 000. Toutes les soumissions reçues sont conformes à la fois sur le plan légal et sur le plan technique. Alors, considérant la recommandation du directeur du service de génie et du chef de la division du génie, donc M. Robert Roussel et Guillaume Grégoire, en date du 21 mai. Alors, je propose de retenir la plus basse soumission conforme déposée, d'adjuger à Construction TechRock Inc. le contrat pour la construction d'un stationnement non asphalté au parc Prudent-Robert pour un montant total de 309 927,39 $, taxes incluses, conformément aux documents qui ont été déposés le 19 mai. Les fonds sont disponibles au règlement 1091. Juste à titre d'information, le nouveau stationnement devrait être prêt d'ici le 7 juillet. Les travaux devraient durer environ 3 semaines et actuellement, les services techniques sont en train d'évaluer les mesures de mitigation qui vont être mises en place pour permettre un stationnement sécuritaire pendant les travaux. Alors, je fais donc la proposition, Monsieur le maire. Proposé, M. Pelletier. Appuyé, M. Vézina. Alors, éloignez-vous pas, M. Pelletier, c'est à vous à nouveau. Alors, l'adjudication du contrat de service professionnel en ingénierie pour l'étude de circulation secteur nord. Alors, l'appel d'offres au numéro OSP 2003, M. Pelletier. Oui, alors, encore cette fois-ci, des soumissions ont été demandées par voie d'appel d'offres, mais cette fois sur invitation. Alors, il y a une invitation qui a été faite auprès de 5 firmes pour des services professionnels pour une étude de circulation pour le secteur nord, l'appel d'offres OSP 2003. Alors, on a reçu, peut-être un petit mot sur en quoi ça consiste, là. Alors, c'est une étude de circulation pour le rang des vins, montée des Trinitaires, où il y a une problématique de circulation et même de trafic de transit, là. Également, en prévision du redéveloppement du secteur de Maison-Étier pour voir les solutions et l'impact sur les rues avoisinantes. Considérant qu'on a reçu 2 soumissions le 7 mai, considérant qu'au terme de l'analyse quantitative des soumissions, les 2 enveloppes de prix ont été ouvertes et qu'il y a eu un pointage dans ce cas-ci pour voir la pertinence de l'offre. Alors, le soumissionnaire CIMA et plus a eu un pointage final de 21,6 et se classe au premier rang. WSP Canada a eu un pointage de 21,45, se classe au deuxième rang. C'était assez serré. Considérant la recommandation des membres du comité de sélection qui s'est tenue le 13 mai et de celle du directeur des services
du génie et du chef de division du génie. Encore une fois, M. Robert Roussel et Guillaume Grégoire, en date du 21 mai. Considérant qu'une partie du montant déboursé de l'étude de circulation va être assumée par un promoteur qui veut développer le secteur, dont je vous ai fait mention là, lors de la signature. Alors, sur l'ensemble du contrat, ça représente à peu près 25% des coûts qui vont être assumés par le promoteur, parce que notre étude ne concerne pas juste ce secteur-là, mais concerne d'autres secteurs. Alors, je propose de retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d'adjuger à la firme CIMA et plus le contrat pour l'étude de circulation du secteur Nord, soit l'appel d'offres OSP 2003, pour un montant de 60 174,47 taxes incluses, conformément aux documents qui ont été déposés. Je voudrais aussi ajouter un commentaire. Les gens vont dire, ouais, en temps de pandémie, vous n'avez pas commencé à mesurer la circulation demain matin, inquiétez-vous pas, on y a pensé aussi. Alors, le comptage, le mesurage sur place va se faire à l'automne. S'il n'y a pas d'auto, en tout cas, il y a une clause dans le contrat à l'effet qu'on peut retarder le mesurage parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est d'avoir une bonne solution et de ne pas de mesurer à ce temps-ci une circulation qui est appauvrie. Alors, donc, je fais la proposition. Proposé M. Pelletier, appuyé Mme Laforêt. Okay. Alors, l'adjudication d'un contrat aussi pour le pompage, le transport et disposition des boues de fosses septiques. Ça, c'est le service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, pour la disposition pour 2020, M. Vézina, qui est responsable du dossier de développement durable. Oui, parce que développement durable rime avec disposition des boues, effectivement. Donc, conformément à la politique d'achat de la Ville, qui est d'effectuer de demander des soumissions auprès de 5 fournisseurs pour le pompage, le transport et la disposition des boues des fosses septiques. Donc, considérant qu'on a reçu trois propositions qui variaient entre 11 000 et 17 000 considérant la recommandation du directeur de service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Philippe Chrétien, en date du 19 mai, je propose de retenir la plus basse proposition déposée et d'adjuger à Sani Protex Incorporé le contrat pour le pompage, le transport et la disposition des boues de fosses septiques pour l'année 2020, pour un montant de 11 634,90 $, taxes incluses, conformément à la proposition déposée en date du 19 mai 2020. Donc, j'en fais la proposition. Proposé M. Vézina, appuyé par M. Lacroix. OK. Alors, modification aussi de la résolution 2020-03-60 étoiles pour l'autorisation de signature. Ça, c'est le bail de location de terre agricole. Là. Et vous allez voir, on a deux autorisations à faire aujourd'hui. Celle-ci, c'est les entreprises Clos de la France incorporées pour une période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. C'est le secteur AB concernant la loi de la ville de Saint-Basile-le-Grand en modification durée du BAG. Alors, c'est là-dessus que ça porte principalement. M. Vézina. Oui, parce que non seulement le développement durable, c'est les boues de fosses, mais c'est aussi l'agriculture. Donc, l'adoption de la résolution 2020-03-063 lors de la séance tenue le 2 mars 2020, autorisant la signature d'un bail d'une durée de 3 ans pour la location des terres agricoles avec les entreprises Clos de la France incorporées. Considérant les difficultés financières causées à les entreprises Clos de la France par la pandémie de la COVID-19, considérant qu'il a été convenu de réduire les obligations prévues au bail initial pour la prochaine année, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2020-03-063 afin de réduire la durée du bail à 1 an, je propose de modifier la résolution 2020-03-063 afin de diminuer la durée prévue du bail à 1 an et remplacer la mention 1er avril 2020 au 31 mars 2023 par 1er avril 2020 au 31 mars 2021. J'en fais la proposition. Proposé M. Vézina, appuyé par Mme Laforêt.
Alors, une autorisation de signature aussi, toujours pour un bail de location de terres agricoles cultivables, M. René Michel, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, pour le lot 3152-158, à M. Vézina. Oui, donc ici, on parle de M. René Michel qui a des terres agricoles là, qui sont adjacentes au terrain de la ville. Donc, pour lui, il y avait un intérêt de louer ces terres étant donné que ça faisait des terres contiguës. Donc, considérant l'intérêt de M. René Michel à louer les terres agricoles cultivables situées sur le lot 352-158 appartenant à la ville, considérant la recommandation du trésorier M. Normand Lalande en date du 4 mai 2020, je propose d'autoriser la location à M. René Michel des terres agricoles cultivables situées sur le lot 352-158 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, pour une durée d'1 an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le tout au prix et conditions prévues au bail à intervenir avec celui-ci. Il est de plus résolu d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville le bail ainsi que tout autre document requis pour donner suite et effet à la présente. Vous proposez, M. Vézina? Oui, tout à fait. Proposé, M. Vézina. Appuyé, Mme Laforêt. OK. Alors là, on va vérifier le micro de M. Henry. Parce que tantôt, il y avait une difficulté avec son micro. C'est le renouvellement d'adhésion au Carrefour municipal et famille pour la période 1er mai 2020 au 30 avril 2021. M. Henry. Oui, alors, pour le renouvellement de Carrefour Action municipale et famille 2020, considérant l'adhésion de la ville au Carrefour Action municipale et famille, venu à l'échéance le 1er mai 2020 et qui a lieu de renouveler l'adhésion de la ville à cet organisme. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la ville au Carrefour Action municipale et famille au coût de 270,19 $. Taxes incluses pour la période du 1er mai 2020 au 20 avril 2021. J'en fais la proposition, merci. Proposé, M. Henry. Votre micro a résisté. Bravo. M. Vézina appuie. Alors, ça mettrait fin à ce qui était prévu à l'agenda comme tel. Est-ce qu'il y a des choses à en faire nouvelles? Ça va. Je vais peut-être faire 3 petits rappels. Dans un premier temps, l'invitation pour la collecte de sang de la ville de Saint-Basile avec Emma Québec le 17 juin de 13h30 à 20h et sur rendez-vous. Donc, vous allez avoir les coordonnées et on vous invite, le conseil municipal vous invite à donner de votre sang. C'est donner, pour d'aucuns, c'est donner la vie, c'est don. Alors, on compte sur vous. On vous invite en tout cas fortement à pouvoir le faire. Je ne rappellerai pas tous les besoins d'Emma Québec. Je l'ai fait en début de séance. Pour les personnes qui ne nous ont pas entendu en début de séance, je vous invite à aller entendre en début de séance. Vous allez avoir tous ces données. Deuxième élément, rappelez qu'à compter du 8 juin, pour les familles qui ont des enfants qui veulent s'inscrire au camp de jour, vous allez pouvoir le faire à compter du 8 juin. Et dans un cadre très spécifique que j'ai en partie expliqué en début de séance, et puis dont vous allez avoir aussi toute l'information sur le site où vous allez cueillir l'information pour pouvoir vous inscrire aussi. Alors, troisième message, c'est une invitation à nouveau. L'invitation à vous faire connaître vos attentes en ce qui concerne des questions à poser au conseil municipal sur les sujets que nous avons abordés ou encore tout sujet de préoccupation qui peut concerner la municipalité et qui relève du conseil municipal. Donc, je pense que j'ai couvert les informations complémentaires. Je remercie sincèrement mes collègues pour tout le travail qu'ils ont fait et la réunion ce soir. Un merci aussi tout particulier à Mme Lefebvre et M. Beaupré pour l'accompagnement qu'ils font dans nos travaux. Et je conclurai en vous disant qu'on vous
on vous observe, on s'observe mutuellement, je pense, en ce qui concerne les contraintes qui nous sont fixées par la pandémie. On constate qu'il y a un grand respect aussi pour les consignes, un grand respect mutuel entre vous aussi, entre nous. Porter le masque dans les situations où on peut faire de la propagation. Alors, c'est pas terminé, hein, le premier ministre nous le rappelle, mais je pense qu'on le constate aussi par les statistiques qui continuent de nous passer des messages chaque jour, parce qu'il y a toujours, chaque fois, des hospitalisations de plus, des gens à l'urgence aussi, et puis les décès, bien sûr, avec tout ce que ça comporte de dramatique pour les personnes qui sont concernées. Je pense que je peux le faire aujourd'hui au nom du Conseil, parce qu'on constate qu'il y a des gens de Saint-Basile aussi. C'est tout événement qui était dans les institutions de Saint-Basile, une de nos institutions, ou encore qui était à leur résidence, des gens de Saint-Basile qui sont décédés aussi. Alors, je pense que je pense de circonstance d'offrir à toutes ces familles aussi toute notre sympathie et aussi notre soutien, je dirais, moral. Et parce que c'est toujours des choses, des périodes difficiles à traverser. Donc, je ne l'ai pas fait aux autres réunions. Je pense qu'il y a de circonstances de pouvoir le faire ici parce qu'il y a eu quelques décès à Saint-Basile-le-Grand aussi. Donc, je vous invite à prendre soin de vous et les personnes qui ont des petits écarts, je vais le dire aussi, par rapport aux consignes, entre nous, on se rappelle à l'ordre. Je pense qu'on peut se permettre ça, de dire c'est pas terminé. Alors, respectons rigoureusement les consignes. Je pense qu'on se doit ça mutuellement. Alors, bonne fin de journée et merci d'avoir été là. Et merci à nouveau à mes collègues qui sont à l'écran présentement. À bientôt.